Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal de TV 78. Nous sommes le mercredi 27 février. Tout de suite, les titres de cette édition. La venue cet après-midi de François Rugy dans les Yvelines. Le ministre de la Transition écologique et solidaire s'est rendu à Autouillet, lieu de la rupture du pipeline Île-de-France de Total. 900 mètres cubes se sont déversés, 900 mètres cubes de pétrole dans des champs et cours d'eau voisins, une catastrophe écologique et économique. Un meeting en vue des élections européennes à Rambouillet, celui du président de l'UPR, François Asselineau, la tête de liste de l'UPR pour ces élections européennes et partisan de la sortie de la France de l'Union européenne. Et puis ce livre pose des théories nouvelles sur l'univers, développées de façon simple et ludique. La matière et la lumière est écrit par Henri Widersan. Cet Inimontain souhaite exposer ses théories à des scientifiques. Il est notre invité. Mais avant de développer ces titres, un appel à témoins lancé par la police nationale. Maïssa, 14 ans, est portée disparue depuis lundi soir à Trappes. Elle a quitté son domicile pour sortir les poubelles, mais n'est jamais rentrée. La jeune trappiste a les cheveux bruns longs, les yeux marrons, mesure 1,50 m. Maïssa portait lundi soir un jean noir, un long gilet gris et des baskets de couleur bleue. En cas d'information, contactez le commissariat de Trappes. Environ 1 million de litres de pétrole déversés dans des champs agricoles et aussi dans des cours d'eau, conséquence de la rupture du pipeline Île-de-France de Total qui s'est produite en début de semaine au niveau d'Autouillet. Ce mercredi, François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire, s'est rendu sur place où les opérations de dépollution se poursuivent. Une catastrophe écologique dont on ne connaît pas encore toute l'ampleur. Catastrophe également économique avec deux exploitants touchés. Leurs récoltes de l'année sont perdues et nous reviendrons plus longuement sur cette venue dans le journal de demain. Total qui s'est engagé en tout cas de son côté au dédommagement des agriculteurs et à la remise en état des terres touchées. Un dossier que suivra de près l'Île-de-France. La région Île-de-France indique-t-elle dans un communiqué. Et de son côté, Europe Écologie Les Verts exige toute la transparence du groupe pétrolier sur ce qu'il s'est passé. Le parti demande l'application stricte du principe de pollueur-payeur. Le parti qui se mobilisera dès 10h demain jeudi à Boissy-sans-Avoir. Il était candidat à la dernière présidentielle. François Asselineau sera aussi la tête de liste de son parti, l'UPR, aux élections européennes de mai prochain. En attendant l'ouverture de la campagne officielle, il réalise actuellement un tour de France loin des médias nationaux. Escale hier soir à Rambouillet pour défendre son idée du Frexit. Patrick Jacques de Dixmude et Wilfried Richy. Alors que l'accord définitif pour entériner le Brexit peine à arriver, c'est bien l'idée du Frexit que François Asselineau souhaite imposer lors de la campagne des prochaines européennes. Sortir de l'Europe, de l'euro et de l'OTAN, une idée qu'il défend depuis maintenant 12 ans. Sa formation, l'UPR, a d'ailleurs été lancée au lendemain de la création du marché commun par le traité de Rome. Notre appartenance à l'Union européenne, à l'euro et à l'OTAN, d'une part, verrouille entièrement tous les choix politiques, c'est-à-dire que les élections sont désormais vidées de substance. En fait, on a un plan de vol, comme pour un avion, qui s'applique quel que soit le commandant de bord, qu'il soit de droite ou de gauche. Et les Français le voient, et d'ailleurs ils commencent à le comprendre, ils votent à droite, ils votent à gauche, en fait ils ont toujours la même politique. Cette politique qui nous oblige, qui oblige Macron à supprimer l'ISF, qui l'oblige à démolir les services publics, les privatiser. On est en train de privatiser EDF, la SNCF, qui s'attaque au droit du travail. Aujourd'hui crédité de moins de 1% des intentions de vote le 26 mai, l'UPR dénonce l'attitude des médias nationaux qui refuseraient de lui donner la parole alors qu'il compterait 34 000 adhérents et des adhésions en hausse quotidiennement. Reste qu'il faudra aussi convaincre les électeurs. Moins d'1 sur 2 pourrait se déplacer aux urnes avant de pouvoir monter à la tribune du Parlement pour faire passer ses idées. Je serai au Parlement européen et je prendrai la parole à chaque fois pour dénoncer les actes antidémocratiques de la Commission européenne, pour dénoncer cette machinerie bureaucratique qui coûte des sommes tout à fait considérables et pour montrer aux Français que la seule possibilité, c'est de sortir de l'Union européenne. Une centaine de personnes étaient présentes à Rambouillet pour ce meeting de François Asselineau. Le scrutin est prévu le 26 mai. Le grand débat national se poursuit jusqu'au 15 mars en complément des cahiers de doléances et également des réunions locales. Des stands dits de proximité sont également proposés. Hier mardi et aujourd'hui, un point était installé en gare de Versailles-Chantier avec le partenariat de la Poste et de la SNCF. Une action notamment tournée vers les jeunes qui peuvent s'exprimer sur papier libre ou via un questionnaire. Le stand était d'ailleurs animé par des étudiants avec la présence du secrétaire général de la préfecture des Yvelines, interrogé par Michael Elmidoro.
Nous avons beaucoup de réunions qui se déroulent dans les Yvelines. Nous avons plus de 180 réunions qui sont organisées entre le 15 janvier et le 15 mars. On se rend compte que toute la population ne se rend pas forcément dans ces réunions et a besoin aussi de s'exprimer. On le voit à travers notamment les cahiers citoyens. Et donc l'idée, c'était d'aller à la rencontre des gens en installant dans un endroit comme ici la gare SNCF Chantier où il y a beaucoup de passages pour qu'ils puissent avoir l'occasion aussi de s'exprimer. Le sujet de l'univers vous intéresse, vous intrigue peut-être, mais difficile de tout comprendre quand on n'est pas scientifique. Ce livre peut vous donner quelques idées, quelques clés. La matière et la lumière, c'est publié aux éditions Edilivre, écrit par vous, Henri Widersan. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes habitant de Montigny-le-Bretonneux, ingénieur à la retraite et surtout passionné par la physique. Dans cet ouvrage, vous présentez des idées et hypothèses nouvelles sur l'univers, le tout de façon ludique et aussi simple. C'était important pour vous de ce que vous exposez, de l'expliquer au grand public. C'était aussi primordial pour. Voilà, oui, exactement. Parce que d'une part, je suis persuadé que les grandes lois de la physique, elles sont à la fois gérées par des équations, mais il faut des explications physiques. Je peux pas dire, si je dis par exemple une formule G égale MM' sur D2, c'est de la loi de la gravitation, personne ne va comprendre. Il faut bien dire, voilà, c'est parce qu'il y a les masses qui sont plus éloignées, etc., etc. C'est-à-dire aujourd'hui, ces théories sont pas assez claires, peut-être illogiques, je ne sais pas, mais en tout cas pas assez expliquées. Ça dépend. Il y a des théories qui sont bien expliquées, mais il y a les nouvelles théories, entre autres, par exemple, sur la relativité, où on se contente de donner les équations. Voilà, vous voyez, ça marche comme ça parce qu'il y a telle équation. Et c'est pas suffisant. Si on veut que la science progresse, il faut donner des informations physiques, de dire, voilà, c'est ça. C'est très important. Et d'ailleurs, tout au long de votre ouvrage, vous avez inséré des rappels de mathématiques et de physique pour pas perdre le lecteur, pour expliquer à chaque fois les théories. Exactement. Ces rappels de physique, ils sont pas destinés aux scientifiques, ils sont destinés parce que je voulais que j'adore enseigner, j'aime bien enseigner, et puis j'aime bien, on me dit que j'ai beaucoup de patience, et je trouve que ce livre, il serait bien qu'il puisse être lu aussi par des non-scientifiques. Et donc c'est pour ça que j'ai mis ces rappels, et je pense que avec un minimum, un non-scientifique peut le comprendre. Alors, du moins pas tout, peut-être pas tout, 90%. Au moins 90%. Alors donnez-nous peut-être un exemple d'une théorie que vous développez, que vous reprenez peut-être dans cet ouvrage. Quel exemple vous pouvez nous donner? Alors, il y a deux théories, elles sont un peu complémentaires. Il y en a une, c'est sur la gravitation. C'est tout simplement pour savoir, on est là sur Terre, mais pourquoi on tourne avec la Terre? Alors on dit, on est entraîné par le sol, etc., etc. Mais lorsqu'on est à 10 000 mètres, comment ça se passe? Donc il y a une théorie d'un champ gravitationnel, c'est donc cette théorie. Et cette théorie, elle nous permet, avec la vitesse de la lumière, comme la lumière est influencée par la gravitation, elle permettrait d'expliquer un grand paradoxe, pourquoi on la voit toujours constante. Et ce sont que des nouvelles théories, c'est aussi des nouvelles, des choses que vous reprenez, des théories qui existaient déjà, que vous reprenez, que vous réexpliquez? C'est-à-dire que j'utilise certaines théories qui existent naturellement, qui sont là depuis 200 ans, etc. Même des nouvelles. Mais je le dis franchement, ce que, à mon avis, on peut prendre et ce qui est paradoxal, ce qu'on doit pas continuer. On peut pas continuer comme ça pendant une centaine d'années. Il faut quand même s'ouvrir les yeux et puis dire les choses. Elles peuvent choquer les scientifiques, à votre avis, ces théories? Oui, c'est sûr, parce que pour l'instant, il y a pour beaucoup de scientifiques, ça s'est toujours passé comme ça dans l'histoire de la science, à un moment donné, quand on pensait que la Terre était plate, tous ceux qui disaient qu'elle était ronde, on les montrait du doigt, etc. Après, il y a eu Newton, et puis après, quand il y a eu Einstein, c'était pareil, Newton était... Donc, la science est en continuelle évolution, c'est son rôle, il faut avoir des doutes et tout ça. Et malheureusement, il y a beaucoup de scientifiques qui se sont cloisonnés derrière ces théories et qui ne veulent pas, qui ont du mal à en démordre, à s'ouvrir. Je le regrette, parce que j'aimerais bien pouvoir dialoguer. Oui, c'est finalement, il faut la remettre en question, cette science, perpétuellement, avec le monde aussi qui avance. C'est aussi, il ne faut pas qu'elle s'enferme, vous le dites, dans ses carcans.
Exactement. Il faut, si on veut que ça évolue, il faut pas oublier qu'on a quand même quelque chose qui nous pend au nez, c'est que dans 2 milliards d'années, il y aura des grandes catastrophes, le Soleil qui va disparaître, Andromède, etc. Il faut qu'on puisse naviguer dans l'intérieur de la galaxie. Pour ça, il faut qu'on progresse. Et puis, c'est pas rien il faut qu'on progresse dans la connaissance. Et votre but maintenant, du coup, c'est de pouvoir échanger avec les scientifiques, de pouvoir vérifier si finalement vos théories sont valables? Exactement. C'est vraiment le but, parce que peut-être que ce que je raconte, c'est nul, c'est possible, pourquoi pas. Moi, j'y crois naturellement. On est déjà 3 à y croire. Bon, c'est déjà pas mal. Mais ce que je voudrais, c'est on discutait tranquillement avec des scientifiques, qu'on me démontre et qu'on voit ensemble. Mais je me fâcherai absolument pas si on me dit, au contraire, je les mets à l'aise. Alors, c'est pouvoir avoir cet échange finalement. C'est pouvoir avoir cet échange. Et puis il y a une expérience qui serait simple sur la gravitation que je voudrais promouvoir et être aidé, et même mathématiquement, parce que j'ai pas un niveau mathématique suffisamment fort. Donc aidé par des scientifiques qui auraient ce niveau-là, qui pourraient m'aider. Donc l'appel est lancé. Merci Henri Widersan. Je rappelle que vous êtes l'auteur de La matière et la lumière. C'est aux éditions Edilivre, disponible au prix de 15 €, notamment à la librairie Le Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux. Allez, pour terminer ce journal, petit tour à présent dans nos salles de cinéma du territoire. Une idée de sortie, pourquoi pas en ces vacances d'hiver, si vous n'êtes pas branché balade en plein air. La programmation des Yeux d'Elsa de Saint-Cyr-l'École, c'est au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Retrouvez cette semaine au cinéma Les Yeux d'Elsa, une programmation jeune public qui s'inscrit dans un festival dont on est partenaire cette année encore, qui est Télérama Enfants. Nous organisons 2 événements ce week-end, samedi 2 et dimanche 3 mars. Nous commencerons par une journée Japanimation, à 14h Marie et la fleur de la sorcière, suivi à 16h du dernier Mamoru Soda, Mirai ma petite sœur, et enfin, pour la première fois sur les écrans en France, l'un des premiers films de Hayao Miyazaki, Le château de Cagliostro. Ensuite, dimanche 3 mars, nous vous proposerons une avant-première à 16h30 d'un très très joli film d'animation qui s'appelle Tito et les oiseaux, réalisé par Gustavo Steinberg. C'est un film d'animation brésilien, alors qui reprend une partie de la crise politique que vit le Brésil actuellement. Alors ce n'est pas du tout un film alarmiste ou larmoyant, mais il est quand même question pour un groupe d'enfants intrépides de sauver le monde et de vaincre la peur qui finalement gangrène le Brésil et le monde. Je suis immunisée contre la peur. Ce jour-là, j'ai décidé que plus jamais je n'aurais peur. Et que je prouverais que mon père avait raison pour les oiseaux. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Demain jeudi, vous retrouverez Wilfried Richy à la présentation d'une nouvelle édition. Belle soirée avec TV78.